classique. Hein. On peut avoir aussi les pictogrammes, hein. On voit bien les pétroglyphes. Ça permet de coder. Alors, par exemple, un pétroglyphe que j'aime beaucoup, et vous allez voir un peu le codage par rapport à cette histoire. Donc, on est aux États-Unis. On ne le voit pas là. Je vois Devenir qui essaie de le trouver. Non. Voilà. Bon, alors, quand un village indien est abandonné, sur la pierre, les Indiens dessinent, sculptent une spirale. Une spirale qui part. Voilà. Et ça veut dire que le village a été abandonné. Bon. Ça peut être triste. On ne sait pas où ils veulent aller, mais en tout cas, ça veut dire que si d'autres Indiens arrivent et voient ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre, ils sont sûrs qu'ils sont partis. Bon. Maintenant, si le village crée un village, quand ils créent un village, ils font une spire qui est carrée. D'accord? Bon. Alors, à partir du moment où ils l'ont fait, on se dit, bon, ouais, c'est simple le code, mais ils font quelque chose qui est encore plus important. Et ça, pour moi, c'est l'action du juste. Ils prennent un Indien, ils le font aller dans le village précédent, et là où il y a la spire ronde, ils lui font dessiner une spire carrée. Et donc, en fait, les gens qui voient ce village savent qu'ils se sont installés ailleurs. Donc, en fait, par exemple, on pourrait dire pour les Arméniens que ceux qui sont partis de leur village et qui sont venus, par exemple, en France, ils feraient ça. Vous imaginez? Bon. Eh bien, ça donne beaucoup d'idées sans qu'il y ait une écriture classique. Alors, la défense du dragon, c'est un jeu de mots accessible aux enfants qui jouent au jeu d'échecs. En fait, c'est une allusion à la défense sicilienne, système dragon. Voilà. Donc, la défense sicilienne E4, C5, et on continue. Il y a une variante, qu'on appelle la variante du dragon. Et là, en fait, on va faire un jeu de mots, parce que comme ça concerne une défense, on va voir l'action du dragon qui défend Lumineuse contre les actes barbares. Donc là, on se rend compte qu'on est dans la phase 2 du génocide. C'est tout ce qu'elle savait, c'était de l'histoire, et d'un seul coup, ça lui arrive à elle-même. Donc en fait, ça arrive dans le village de Lumineuse. Donc ça, on peut l'imaginer, par exemple, dans le contexte arménien. Imaginez que vous soyez d'un village, votre village est détruit, il y a par exemple au moins un rescapé, qui jouera le rôle du dragon, il va dans un autre village les prévenir, et personne ne le croit, sauf Lumineuse. Ça l'idée, c'est très difficile de dépasser notre inertie intellectuelle et de penser qu'une catastrophe locale peut être une catastrophe globale. Voilà. Donc en fait, quand il dit, le narrateur, l'obscurité était retombée sur le village de Lumineuse, c'est là en fait on va avoir ce qu'on appelle la zone d'ombre, on va avoir le code simple, hein, c'est que les ombres amènent l'obscurité c'est le joug, hein, en l'occurrence le joug ottoman, et c'est pour dire que ça va être juste une étincelle. Donc le problème c'est comment ne pas éteindre cette bougie. Est-ce qu'elle peut être sauvée? Donc là, vous voyez qu'il y a écrit quelques ombres cherchaient des enfants. Donc on a une référence même culturelle, hein, parce qu'on sait très bien que par exemple l'Empire ottoman emportait des enfants, et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué les génissaires. Donc là c'est pareil. Elle voulait quoi? Éteindre la mémoire du futur. Qu'est-ce que ça veut dire là pour la mémoire du futur? Ça veut dire en fait que c'est le souvenir qui va devenir mémoire des petits-enfants. Donc le souvenir des grands-parents va devenir mémoire des petits-enfants. Après, au moment où les enfants vont être séparés des grands-parents, alors on fait exprès pour que ce soit clair, parce que souvent on a une action directe des grands-parents sur les enfants, on fait un saut de génération, hein, et pour montrer que bien, les grands-parents, comme ils sont plus près du bord, et les enfants, comme ils sont plus près de l'autre bord, il y a un pont qui se crée entre les deux. Donc par exemple, les petits-enfants adorent passer du temps avec les grands-parents. Un adulte normal qui est simplement parent, il se dit mais comment ils peuvent jouer autant d'heures ensemble sans qu'ils s'ennuient ni l'un ni l'autre? Et finalement, c'est parce que l'un sait qu'il faut qu'il apprenne,
et l'autre, il sait qu'il faut qu'il laisse. Donc, ce qui est oublié n'appartient plus à la culture. Ce qui est transmis, c'est un don. Alors, donc là, je ne vous décris pas le combat, mais l'idée, c'est pareil pour le dragon immobile. Alors, si vous vous rappelez de la place Taksim, il y avait eu une manifestation où il y avait eu des Turcs qui restaient immobiles sur la place. En fait, ils ont emporté, ils ont mis en prison. Donc ils ne faisaient rien, hein. C'était du sitting debout. Vous vous rappelez de ça ou pas? Non, pas très bien. Hein. Vous voyez, ça fait partie de vos souvenirs oubliés. Ça a eu lieu récemment, ça. C'est il y a quelques années. Et ils ont mis en prison, ils ont considéré, c'était avant le putsch, ils ont considéré qu'ils n'avaient pas le droit, attention à ce que je veux dire, ils n'avaient pas le droit de se tenir debout, immobile sur la place. Les avocats ont dû faire des compos. Voilà, c'est vraiment de quoi vous êtes coupable d'avoir été immobile. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi le dragon immobile, hein, c'est un code par rapport à ça. Derrière l'image, vous voyez en fait la protection du dragon par rapport aux ombres. Et en fait, on va transformer ça en une sorte de rêve. Et c'est pour donner le principe que les cauchemars s'arrêtent que quand on se réveille. Mais en même temps, ça peut être l'éveil. On pourrait retrouver par exemple dans la tradition bouddhiste, c'est-à-dire que quelqu'un qui a compris ce qui s'est passé, alors il change, il devient autre. Et là, c'est qu'à cet instant, lumineux se réveilla. Donc pour les enfants, ça sera simplement le réveil d'un rêve cauchemar. Et pour les plus grands, ça sera en fait la compréhension que le génocide n'est pas seulement à l'encontre d'un peuple sur le plan local, mais c'est vraiment un crime contre l'humanité. Évidemment, tout ça n'est pas dit. Alors, on reprend le dialogue avec Anne-Marie, si vous voulez bien. Où sommes-nous? Dans ton rêve, Pourquoi? car tu as pensé à moi. Je devais avoir besoin de toi alors. Il n'y a pas de raison. Il y avait aussi une ombre. Oui, mais elle est partie maintenant. C'est toi qui l'as éloignée? La lumière. Et les enfants? Les enfants dorment dans leur maison à présent. Je sommeille moi aussi. Je vais t'amener à la maison alors. Tu vas me mettre sur tes épaules? Non. Cela c'est uniquement pour les rêves. Je te tiendrai par la main. Comme grand-père? Oui, comme grand-père. D'accord alors. Tu me raconteras aussi une histoire, toi aussi? Pourquoi? C'est ainsi que fait grand-père quand on marche. D'accord. Alors, donc là on a un changement de phase aussi. Hein. L'idée par exemple qu'un dragon puisse prendre quelqu'un sur son encolure, etc., on peut tout imaginer. On a du mal à imaginer un dragon tenir par la main une petite fille qui est en train de marcher. On va les imaginer. Donc il faut qu'il donne par exemple un bout d'aile. Hein. Donc là le principe en fait c'est l'albatros. Hein, c'est les ailes de géant l'empêchent de marcher. Bon. Il va falloir qu'il y ait un effort. Donc prendre par la main, est-ce que c'est plus important que de prendre sous son aile, voilà. Donc en fait là il prend par la main pour que ça ne soit pas visible qu'il prend sous son aile. S'il prenait sous son aile, on pourrait se dire est-ce qu'il n'est pas sous le joug de l'influence? Je le décode pour vous. C'est très négatif de faire chanter à des enfants très petits des chants patriotiques. Les chants? Patriotiques. Oh, je trouve ça bien sûr. Parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Bien sûr. Oui, donc en fait, ensuite vient l'autre qui dénie le génocide et qui dit non mais ils ont 4 ans et ils chantent ça. Oui, on en a. Ah oui. Ils les habillent même en militaire. Attends, non, on est d'accord. Donc on est d'accord, vous avez perçu ce que je voulais dire. Ah oui. Donc ensuite, donc, il s'avance dans l'obscurité, il va raconter l'histoire de la mère de Pierre. Alors, donc là, il faut avoir, c'est bien d'avoir la carte. Hein. Vous voyez, en fait, si on est pour Batum, Trabzon, Samsun, vous voyez cette région-là, pontique, et l'aspect arménien et aussi grec, l'importance de la mer. Alors là, on va faire une autre chose, c'est qu'on le voit bien, par exemple, on le vit en France, il y a des gens qui découvrent la mer, hein, parce qu'ils font partie, ils sont nés dans des régions où c'était pas accessible, ils ne sont pas au bord de la mer. Et vous savez très bien que maintenant, dans les écoles, ils font des sorties pour que la première fois, les élèves voient une mer.
toujours impressionnant. Moi, je pense que vous êtes tous un peu du bord de la mer, donc ça ne marche pas. C'est toujours impressionnant de voir comment un enfant se comporte par rapport à cette immensité. Parce que, bon, le lac, ça peut être impressionnant, bon, sauf si c'est des lacs américains où on ne comprend pas que c'est des lacs, hein, c'est tellement immense que je dis, bah, c'est l'océan. On n'arrive pas à réaliser ce que voit l'enfant dans le sens où il a d'abord le phénomène d'horizon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, il n'y a que de la mer. Donc je dis c'est la fin. Voilà. Donc en fait ça ressemble aussi à l'Antiquité, c'est la fin du monde. Après il n'y a rien. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui habitent à l'envers, qui marchent sur leurs pieds, vous savez bien. Bon. Alors, donc là en fait, il va lui donner des explications sur la mer. C'est une partie qui n'est pas assez, je pense, étudiée du point de vue des Arméniens. Mais on le voit sur l'aspect géopolitique. L'Arménie, à un moment, a été le pays des trois mers. Trois. Enfin, en montant un lac. Mais bon, ça fait quand même longtemps. Il y a longtemps. Mais ça fait rien que ça soit longtemps ou pas, c'est que ça a été transcrit dans l'histoire, comme quoi on se définissait par ça. Donc, je donne un exemple. Les Romains disent... Ça a duré 40 ans. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais pour se définir comme ça, c'est quand même que c'est... On s'accroche à ce truc comme si c'était... alors que c'est 40 ans. Bon, attends. Quand tu habites un port, oui, bon. le port, pour toi, fait partie... Attends, je finis ta parenthèse, je vais te mettre des crochets. Ah bon. Le port, pour toi, fait partie de la terre ou de la mer? Le port fait partie de la mer. Ben, il est bien sur terre. Il est sur terre, mais il y a un port parce qu'il y a une mer, sinon il y aura pas de port. Imaginons maintenant un port où il n'y a plus aucun bateau qui vient. Est-ce que c'est un port? Ah ben non, un port déserté. Mais si c'est un port déserté, il fait partie de la mer ou de la terre? De la terre. Ah, tu vois comment ça se passe? Oui. Eh bien, il faut se rendre compte qu'un peuple qui a eu accès à la mer, Oui. s'il n'a plus accès à la mer, c'est un port déserté. Mais ça reste un port. Non, c'est d'accord. Non. Alors, l'idée est la suivante. Si on réfléchit au principe du génocide, en fait, ils ont effectué un génocide, ils ont transformé la Turquie en île. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend la Turquie, imaginons que la Turquie, ça soit une sorte de rectangle. Donc on a trois parties, alors on voit mieux, on a trois parties, donc une partie nord, le bord et une partie sud. D'accord. Et en fait, on a la partie qui s'attache à l'Asie. Si cette partie, en fait, est éliminée par un processus de génocide, ça revient à dire que l'autre partie, maintenant, elle est isolée. Isolée du latin île. Si je vous dis, par exemple, ils ont essayé d'isoler l'Anatolie, mais en fait, je suis en train de dire qu'ils ont transformé, du point de vue géopolitique, l'Anatolie en île. Pourquoi? Pour que les gens ne puissent pas s'enfuir. Et donc, en fait, ils ont génocidé comme ça. Et par exemple, la catastrophe de Smyrne n'a lieu qu'en 22. Donc, entre ici et le bord, il y a énormément de place. Alors, ici aussi... Mais tu crois qu'ils étaient si intelligents que ça, qu'ils aient élaboré un plan sur des... Ils n'étaient pas Je sûrs. crois qu'ils étaient cons, ce mec-là. Non, Ils non, ont non. quand même réussi à faire un truc qui tout le monde a. C'est un miracle, je pense. Tu te rappelles en fait des conseils allemands? Quoi? Tu te rappelles des conseils allemands? C'est-à-dire? Eh bien, il y avait plein de conseillers allemands. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, on va revenir en arrière pour faire plaisir à Zovinard. Les Allemands, quand ils occupent l'Alsace et la Lorraine, Oui. ils essaient de transformer les Français en Allemands. Oui. Ils n'y arrivent pas. Non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont faire leur empire, ils veulent avoir un empire, ils vont en Namibie et ils vont massacrer tous les Namas et les Héréros parce qu'ils ont appris par les Français qu'un peuple ne change pas. Donc ils se sont dit, ben, on va les éliminer. Quand a lieu ça? De 1904 à 1908. C'est ce qu'on appelle le génocide oublié. 1908, juste après, c'est le démarrage des jeunes Turcs. Et on va avoir des conseillers. Il faut se rappeler par exemple de Gallipoli, 1915. Tout le système de défense de Gallipoli est allemand. Donc par exemple, C'est vrai, il ne faut pas l'oublier quand même. par exemple, quand on a
les alliés avec les Anzac, donc les Français, les Anglais, les Australiens et les Néerlandais, qui essayent de conquérir cette petite péninsule, d'accord, sur les Lespons, donc Gallipoli, pour monter sur Constantinople, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, par exemple, pour te rendre compte où est la connerie? Ils survolent pour un avion, ils repèrent les positions, et ensuite, ils vont là où il n'y a pas les positions. Qu'apprennent les Allemands aux Turcs? Vous êtes visible, et dès que les avions partent, tout le monde se déplace. Ce qui fait qu'en fait, on a eu des catastrophes et des massacres, parce qu'en fait, tout le monde se basait sur les connaissances avioniques, des avions, et pas sur les connaissances réelles. Donc en fait, on faisait une charge à un endroit où on pensait que c'était vide. Et bien là, ils étaient tous décimés, et c'est pour ça que ça a mal marché. Non, Ça, on c'est n'a pas mis 1915. le doigt tellement sur ça. C'est important, ces Allemands, leur comportement. On n'en parle Attends. pas tant que ça de Mais leur c'est même pire, responsabilité. Parce que souviens-toi que la date Hein? du génocide, c'est le 24 avril. Ouais. Bon. La commémoration pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est le 25 25. avril 1915. Ah oui. Donc personne ne fait de corrélation entre ces batailles et le génocide. Oui. En fait, ça va en même temps. Les Turcs gèrent les deux en même temps. Mhm. Voilà, donc en fait, on revient à notre compte, hein, peut-être même pour terminer, parce qu'on ne va pas le lire en entier complètement, mais on fait pour la mer, on est à page 26. Oui, oui. Tu m'amèneras moi aussi à la mer? Maintenant, Non, je veux d'abord en rêver. tu dois d'abord dormir, Tu resteras auprès de moi. toujours, Tu viendras toi aussi dans mon rêve. seulement si tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi. Alors tu rêveras de moi près de la mer. C'est ce que je veux. C'est ce qui se passera. Alors, donc on dit ainsi s'endormir lumineuse avec l'invisible et le bleu, on comprend bien que c'est la mer. Et ensuite on a le rêve bleu. Et là de nouveau, vous voyez, en fait, on reprend cette thématique du premier visage, donc le rêve bleu. Alors, ce qui est important dans le rêve bleu, qui va être quelque chose de fondamental, c'est que le bleu n'appartient à personne. Donc en fait, il va y avoir, donc cette allusion au départ, hein, pourquoi tant de bleu? On voit bien les enfants qui découvrent pour la première fois ce que c'est la mer, et la réponse, pour que tous les hommes en aient. Je reviens donc après notre accolade. Les Romains, la mer Méditerranée, ils ne l'appelaient pas mer Méditerranée. Mare Nostrum. Voilà, Mare Nostrum. Donc ils disaient notre. Méditerranée, ça vient directement du grec. Donc Messon. C'est la mer au sein des terres. Et c'est ce que disait tout à l'heure Marie, à l'envers maintenant. Hein, enfin, je veux dire, on dit la même chose, mais je prends l'autre principe. Si une mer est définie par ses terres, d'accord, on pourrait dire donc Méditerranée. Voilà. Eh bien, les îles, eh bien, il faudrait les dire Médimarine. Vous voyez? Une île, il faut qu'il y ait de l'eau. Bon. Alors, là, l'idée est la suivante, c'est que les Arméniens oublient trop souvent qu'ils sont aussi un peuple de mer. Donc ils se disent, bon, ben, un peuple de mer, peut-être pour le lac va aller, jusqu'à là ça va. Hein. Mais c'est assez intéressant, comme tu disais par exemple pour les 40 ans, pourquoi les Arméniens donnent autant d'importance au mont Ararat et pas à la mer? Pareil. Non, non, c'est très pareil, c'est facile. C'est qu'en fait, non, c'est pas ça. Non. Le mont est visible, la mer est invisible. Il faut vraiment être au bord de mer pour voir la mer. C'est sûr, oui. Voilà, tu es à Lyon, par exemple, ici, à Dessines, on te parle de la mer, pourquoi pas. Bon, d'ici, tu vois les Alpes. Oui, mais pas moi. Non, ce que je veux dire, c'est que ton point référentiel, ça va être les Alpes. Alors qu'en fait, à quel point tu vis avec les Alpes? Voilà. Par exemple, le fait qu'on soit dans une ville qui soit fluviale, bon, on travaille plus avec la mer et l'eau, mais notre référence, c'est si les Alpes
on les voit bien, il va faire mauvais. C'est ça. Bon. Donc en fait, là, on est dans le monde visible et du monde clair. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il est transparent. Alors en fait, là, on est dans le monde invisible. Et il faut un travail pour réaliser, par exemple, qu'une des raisons du génocide, c'est l'interdiction d'accès à la mer au peuple arménien. Oui, mais si c'est réussi, à la fin, tu ne sais plus que tu avais accès. Oui, non, mais Donc tu te dis, c'est pas bien. c'était un grand. C'est un oubli. Alors, donc, c'est un peu différent parce qu'il faut bien se rendre compte que n'oubliez pas que vous êtes en train de lire un texte en français qui a été écrit en grec, traduit par Anne-Marie. Hein. Donc, pourquoi c'est important? Parce que on a d'autres conceptions au niveau de la langue. Par exemple, en grec, on n'utilise pas beaucoup le pronom personnel. Voilà, donc on ne dit pas, c'est comme si je disais voix. Et vous vous posez la question, est-ce qu'il sous-entend je vois ou tu vois? Par exemple. Alors si c'est écrit, on verra. Hein, mais si ce n'est pas le cas, et là en fait, ce qu'on ne voit pas bien, on est aidé plus en français, c'est qu'en fait les gens en Grèce, ils sont plutôt dans le tutoiement. D'accord? Si on passe en vouvoiement, c'est que c'est vraiment très important. Ce qui est normal, c'est le tutoiement, même si on ne se connaît pas. Dans d'autres, c'est un peu le you anglais, où en fait on ne se rend pas compte, en fait, des fois ils nous vouvoient, alors que nous on est persuadés que c'est un tutoiement. C'est ça. Non, non. D'ailleurs, en fait, on a des formes anglaises au niveau des verbes, où on comprend très bien que c'est pas ça. C'est ça. Bon. C'est en espagnol que c'est pareil. Ah aussi. Où les gens tutoient volontiers. Voilà, Quand ils passent au vous, c'est que c'est. voilà. Alors en fait, quand ils passent au vous, c'est qu'ils mettent une distance. C'est le même mot. C'est ça. C'est le même mot. Ah, mais tu sais, pour Ousted, Ah non, c'est pas le même mot. non, Ah oui, c'est une forme de conjugaison qui fait que. non, non, c'est très clair. Mais c'est pareil en grec. Hein. Quand tu vas changer, mais tu vas mettre une distance. Mais c'est dans des cas Mais, vraiment. mais cette distance, tu sais pas, tu parles au président, quoi. Je veux Ouais, dire. c'est Donc ça. il y a une distance, tu te dis, bon, je ne vais pas lui dire tu, quoi. Oui. Mais des fois, ça peut être que tu fabriques une distance. En Italie, c'est d'autant plus marqué que c'est pas le vous, c'est le elle pour s'assénurer. Donc ça prend une proportion énorme ici Voilà. en italien parce que le vous encore, on pourrait dire ouais, c'est du pluriel, c'est du... mais quand on dit, on parle avec une distanciation du elle ou du il comme quelqu'un de distant vraiment physiquement, c'est d'autant plus fort. Ouais. S'assénurer veut-elle quelque chose? Voilà. Donc là, Chaque langue a ses. bien sûr, bien sûr. Mais là c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une petite cache d'ordre linguistique. C'est qu'en fait, dans le texte, lumineuse, passe vouvoiement et tutoiement. Ah oui. Et en fait, c'est très très léger. Et moi, je me suis rendu compte que même les lecteurs grecs ne s'en rendaient pas compte. Et après, quand on leur disait, bah, tu vois bien comment elle parle là. Ah, il dit, mais c'est plus la même. Et là, ils découvrent en fait que c'est la petite fille et la grand-mère et l'autre. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, elle va dire, moi je croyais que c'était un conte. Mais celle qui croit que c'était un conte, c'est celle qui entendait l'histoire. Oui. Mais elle était dite cette histoire pour ne pas la choquer comme si c'était un conte. Et la troisième, hein, donc encore une autre génération, elle va découvrir que ce qu'on lui avait dit comme conte, en réalité c'était l'histoire et même pas un roman. Oui, oui. Donc voilà, je saute ça. Normalement je pense qu'on est bon. Voilà. Donc pour peut-être se retrouver, que vous n'êtes pas perdu, je suis à la page 32. On a fait un saut, mais ça pas rien. Donc vous voyez, et les contes de grand-mère étaient l'histoire du dragon. C'est ça l'idée. Ensuite, quand il dit je veux me réveiller, ouvre tes yeux, donc là on a le changement, et en fait elle réalise que c'était vrai. Donc là c'est pareil, ce sera important comment ça pourrait être dit par des parents quand ils lisent l'histoire avec leurs enfants. J'imagine que c'est pour des plus petits. Alors essayons de faire avec le dialogue là. Tu es là? À côté de toi. C'est toi qui as aidé ma grand-mère? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Qui croit au conte.
Mais ce n'est pas un conte, c'est ton histoire. Mon histoire n'existe plus. Ils l'ont effacée. Nous l'écrirons à nouveau. Qui la croira? Nous dirons que c'est un conte. C'est ce qu'a pensé ta grand-mère aussi. C'est pour cela qu'elle est devenue écrivain. Il n'y avait pas d'autre solution à cette époque. Et maintenant, L'histoire te plaît, c'est ma grand-mère qui me l'a préparée. seulement ainsi, Je pourrais écrire ton histoire? oui. Comment as-tu supporté autant d'années sans histoire? Évidemment, en français, ça fait presque un jeu de mots, mais en fait, on comprend bien que là, c'est littéral. Je t'attendais dans le mythe. C'est vrai? Je suis la mémoire du futur. Je suis le futur de la mémoire. Voilà. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a un dessin où on voit... J'en parle. voilà. Donc, en fait, on voit la voix du Haï, d'accord? Voilà. Donc, en fait, quelqu'un qui est enfant considérera qu'à la fin, c'est quand même toujours des lettres. Et ne réalise pas forcément que c'est un haïku, s'il est transcrit en français, que ça a un sens et que c'est sur un fond de drapeau arménien. Voilà. Donc en fait, je pense que finalement, on a une présentation différente, hein, parce que le public était vraiment très choisi. Mais l'idée, c'était de dire qu'on peut lire à plusieurs niveaux. Évidemment, il ne faut pas tout dire ça à l'enfant à la première lecture. Mais c'est assez intéressant d'imaginer qu'on le lise. Et moi, ce que j'ai vu en Grèce, enfin, je veux dire, avec des Arméniens qui parlaient grec, pour le texte grec, ils étaient surpris que leurs enfants leur posaient des questions intelligentes. C'est-à-dire, je m'explique, c'est pas qu'ils pensaient que leur enfant était idiot, mais ils posaient des questions qui étaient plus profondes que simplement le conte. Alors, ils disaient, mais il est où? D'où c'est qu'ils ont vu ça? Et en fait, les enfants expliquaient, mais là, par exemple, quand il dit ça, pourquoi il le dit comme ça? Et c'est très drôle parce qu'on a ce passage qui ressemble un peu à notre mémoire. Au départ, il y a la lecture littérale, donc les parents sont contents que ça suive. Ensuite, ils disent, est-ce que tu peux me relire ce passage? Bon, d'abord, ils se demandent pourquoi ce passage n'est pas un autre. Hein. Et ensuite, ils commencent à poser des questions. Donc, en fait, ils rejouent le rôle de lumineuse qui demande au dragon des explications. Et là, ça peut être une façon de communiquer. Moi, je vois très bien avec les grands-parents et les petits, avoir le texte comme substrat pour pouvoir avoir un échange en se disant, voilà, je vais te raconter une histoire, tu vas me poser des questions, et finalement, en posant des questions sur le conte, on parle plus de l'histoire que si on parlait de l'histoire en pensant que c'est un conte. Parce que on le voit bien, par exemple, pour la Première Guerre mondiale en France, tout ce qu'on a eu les festivités de commémoration, quand on retrouve, par exemple, des lettres de poilus, on se dit, mon Dieu, c'était vraiment comme ça, finalement. Alors, en fait, on a lu plein de livres d'histoire qui racontaient ça, et on se dit, ben oui, c'est comme ça. Mais quand le type dit, on est dans la tranchée, c'est la merde, les gens meurent autour de moi, ou, encore pire, un autre exemple qui moi, me touche beaucoup, c'est l'écriture du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, qu'il écrit dans les tranchées. Lui, il est de côté allemand. Quand on le lit, ce livre, on se dit, mais c'est pas possible, ça a été écrit dans ces contextes-là. Il fallait vraiment une grande part d'abstraction pour faire ces notes. Quand on le lit, ben, on est obligé de voir la date d'édition pour se rendre compte que c'était cette époque. J'avais une discussion comme ça, par exemple, sur Le Dictateur de Charlie Chaplin. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que ça a eu lieu, le tournage, pendant la guerre. Pas après, pendant. Et en fait, c'était montré à des militaires pour leur remonter le moral en disant que ce que vous allez voir en Europe, vous inquiétez pas, c'est un dictateur avec son ballon qui fait ces trucs-là. Donc ils avaient une tendance à ridiculiser ça, qui fait que ça leur permettait de ne pas avoir le choc de leur arrivée en Europe où d'un seul coup on disait bon, on va être laminé. Donc là c'est assez important de le voir de cette façon. Alors, voilà, je vous ai tout dit. Les secrets. Merci. Voilà. Bravo
Oui, je vois que vous avez mis des